podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Le monde a un quart de siècle et il change comme jamais. Bonjour, je suis Olivier Mouton, journaliste à Trends Tendance. Je suis avec Laurent Hublet, entrepreneur et philosophe. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors, on a la joie de vous recevoir parce que ce masterclass de l'économie tournera aussi autour d'un livre que vous venez de publier qui s'appelle « Changement de quart », très joli nom. C'est pour dire qu'on tourne un quart de siècle. Alors, vous regardez à la fois sur le quart de siècle passé et vous regardez aussi un peu vers l'avant, vers le quart de siècle qui vient. Un livre qui a été fait avec l'économiste Bruno Coleman et la journaliste Marie Van Cutsem. Donc vous êtes trois à dialoguer pour évoquer ça. D'où vient cette envie de se plonger dans ce quart de siècle ? Est-ce que justement c'est le sentiment que tout va tellement vite ? Oui, l'envie est née du fait que on est de générations différentes, en tout cas Bruno par rapport à Marie et moi. Et Marie et moi, on est des enfants de l'an 2000 et on s'est dit, mais en fait, le quart de siècle est passé, là, on est plus près de 2050 que ce qu'on était de l'an 2000. Et donc, c'était l'occasion, effectivement, de se repencher sur certaines de nos hypothèses ou certains de nos rêves de jeunes adultes de l'époque et de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui pour essayer de mieux se projeter dans l'avenir. Mais c'est vrai que quand je dis que tout va si vite, on était à l'époque de la mondialisation heureuse, de la fin de la guerre froide, je ne veux pas dire d'une certaine insouciance, mais quand même, et puis on se retrouve soudainement avec quand même beaucoup d'enjeux difficiles. Est-ce que c'est ce que vous tirez comme conclusion notamment ? Je crois qu'effectivement, si on se reprojette il y a 25 ans, le mur de Berlin était tombé, on imaginait que la démocratie était une force inarrêtable, et je me souviens à l'époque, on se moquait un petit peu de certains qui disaient que c'était la fin de l'histoire, mais d'une certaine manière, on le croyait, et on voit bien qu'aujourd'hui, des personnes qui sont arrivées au pouvoir en l'an 2000, comme Poutine, est arrivé le 1er janvier 2000, il est arrivé au pouvoir en Russie. Des personnes comme Trump qui essayaient déjà à cette époque-là d'arriver aux responsabilités politiques. Certaines de nos hypothèses assez fondamentales, assez structurantes, on doit oser les remettre en question aujourd'hui parce qu'effectivement, en une génération, le monde a changé. Alors, il y a un élément important, vous abordez différents thèmes en particulier, et vous dites au départ que tout découle un peu de l'enjeu démographique. C'est vrai que c'est à la fois ce qu'on dit toujours la constante la plus forte dans les sciences et en économie, et en même temps c'est pas nécessairement un point de vue naturel que l'on prendrait. Pourquoi la démographie ? Je crois que tout commence par la démographie. Et si on regarde ce qui s'est passé les 25 dernières années, démographiquement, ça a été un moment extrêmement intéressant parce qu'on a passé ce que le statisticien suédois Hans Rosling appelle peak children. Donc nous avons vécu ce moment de l'histoire de l'humanité où il n'y a jamais eu autant de naissances. Mais c'est fini, c'est passé et donc on est un petit peu au moment d'inflexion, au moment où la croissance démographique se ralentit. Et en fait, si on se projette dans les 25 prochaines années, nous allons vraisemblablement vivre ce moment de pic du nombre d'humains sur Terre. C'est pas sûr si on sera à 10 milliards, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins. Mais on arrive, du fait de la réduction assez rapide de la natalité, à un moment où non seulement l'humanité sera la plus nombreuse, mais où vraisemblablement, en fait, elle va se mettre à diminuer après relativement rapidement. Et donc on va vers quelque chose d'assez inédit en termes de tendance démographique, en tout cas par rapport aux 200 années qui nous ont précédés, où on a vécu une croissance de population extrêmement rapide. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait avoir un rétrécissement du monde ? Est-ce que ça peut se traduire comme ça dans la vision ? On voit maintenant un peu le retour des replis sur soi, des nationalismes. Ça peut être lié. Alors, c'est possible. On voit qu'il y a déjà aujourd'hui certains pays d'Asie qui ont des baisses de population relativement importantes. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est une crainte de certains, dans la Silicon Valley, d'Elon Musk et autres, qui mettent en garde en disant « Mais attention, on risque en fait d'avoir une baisse très rapide de population. » Alors, on le verra. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec la démographie, c'est que c'est le lieu de rencontre entre des choix individuels très intimes, parce que le choix de faire un enfant, c'est finalement l'une des grandes décisions qu'on prend à titre personnel dans l'existence, et puis toute la dynamique collective de l'espèce humaine. Donc, est-ce qu'on est certain qu'il y aura une forte baisse de population, qu'on fera moins d'enfants ? C'est pas dit. Dans le passé, il y a eu des rebonds démographiques. Peut-être qu'il y en aura, mais ça dépendra finalement de tous ces choix individuels mis ensemble.
Est-ce qu'il y a un sens tragique de l'histoire? Je dis ça parce que Bruno Coleman, avec qui vous coécrivez ce livre, avec qui vous avez dialogué, vient de publier un autre livre qui s'appelle Trump, le fascisme numérique, où il dresse un portrait assez dur de la démocratie façon Trump, de l'influence des réseaux sociaux et des technologies. Un autre écrivain d'un poli qui a écrit L'ère des prédateurs, donc on est quand même dans un climat qui est assez tragique. Est-ce que c'est votre sentiment ? Alors moi j'ai une perspective qui est probablement un petit peu différente de celle de Bruno, et c'était aussi pour ça qu'on voulait faire ce livre, c'était pour croiser des points de vue. Je pense qu'on est à un carrefour, en particulier par rapport à l'utilisation de certains médias, et c'est vrai qu'étant un enfant de l'an 2000, moi j'ai vu l'arrivée des médias sociaux comme une force émancipatrice et de libération. Vous avez d'ailleurs travaillé un peu dans le domaine. Vous avez appris Central, c'était une façon de faire l'évangéliste, j'allais dire. Non, c'était une façon, je pense, d'utiliser la technologie pour ce qu'elle pouvait avoir de positif. Mais il est clair que, comme n'importe quelle technologie, à partir du moment où elle est mal utilisée, elle peut aussi être dévoyée. Et je pense qu'on a vu un tournant autour de la deuxième partie de la génération précédente, quoi, autour de 2012-2013, où la tech américaine a basculé vers une certaine obsession du profit et vers une croissance à tout prix et qui est devenue en même temps une croissance, une captation de l'attention très forte. Et je crois aussi que le politique, et c'est ce que Daim Poli montre très très bien, le premier qui a compris tout l'intérêt de cette technologie dans un cadre électoral, en fait, c'est Obama. Et quelque part, ces technologies ont été capturées par des forces démocratiques, et tant mieux, à partir du moment où c'est bien encadré, mais aussi par des forces qui ne sont pas du tout démocratiques. Et on voit qu'aujourd'hui, en particulier, un régime comme le régime chinois est un régime totalitaire numérique, parce qu'il s'appuie sur ces outils pour contrôler sa population, pour contrôler l'espace public. Et c'est vrai que c'est profondément inquiétant. Ça, on doit se battre contre ça. C'est pas une fatalité. Non, rien n'est inéluctable. Et je pense que justement, ce qu'on vit aujourd'hui nous rappelle le sens de nos valeurs, le sens de ce que c'est la démocratie. Ça nous paraissait peut-être aller de soi il y a quelques années. Je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il faudra probablement se battre pour ces valeurs, ou en tout cas les défendre plus fortement que ce qu'on pourrait croire. Vous avez dit la fin de l'histoire, c'était Francis Fukuyama, le philosophe, qui avait évoqué ça. C'est vrai qu'on en est un peu revenu. Aujourd'hui, je commençais en disant la fin de la mondialisation heureuse. Est-ce que c'est vrai? Je sais que Bruno Coleman dit toujours que malgré tout, la globalisation était ce qui a permis à une partie de l'humanité de ne plus être aussi pauvre, hein. Donc c'est un effet positif. Elle a été fort décriée par ailleurs, notamment par des mouvements altermondialistes et autres. Est-ce que selon vous, on est à ce basculement-là? Alors, c'est vrai que si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, il y a eu une sortie de l'extrême pauvreté dans le monde qui est absolument phénoménale. Il y a plusieurs centaines de millions, entre 700 et 900 millions de personnes qui sont sorties de l'extrême pauvreté. Donc, positif, très positif. C'est extrêmement positif. Et donc, cette mondialisation décriée très souvent, je crois que parfois on oublie de voir l'élément positif en termes économiques, et le risque du coup, si on revient en arrière, que ce soit ces personnes les plus fragiles à travers le monde qui en payent le prix les premières. Et puis je crois aussi que derrière l'idée de mondialisation, il y a l'idée d'universel. Le fait qu'il y a du commun entre tous les êtres humains et qu'on puisse se rencontrer. Et le monde s'est ouvert et ça nous a permis à tous d'être plus en contact les uns avec les autres. Et moi, je crains aussi qu'on aille vers une sorte d'appauvrissement culturel ou d'appauvrissement de notre expérience humaine globale en allant vers un monde qui se replie. On a beaucoup critiqué le fait que finalement les cultures avaient tendance à se regrouper dans une espèce de culture unique très américanisée. Certes, et je pense que là-dessus, c'est bien qu'on défende certaines singularités, mais le fait qu'on détruise ce projet universel, que toutes les institutions multilatérales, l'ONU, l'OMC, tout ça sont fortement remises en question, je pense que ce n'est pas un progrès pour l'humanité. Le président français François Mitterrand disait « le nationalisme, c'est la guerre ». C'est pas faux, hein. Je crois qu'on le voit aujourd'hui, qu'en tout cas,
le retour vers un certain nationalisme qui est très centré sur finalement le fait qu'on désigne des boucs émissaires. Si on va aux États-Unis, les États-Unis n'ont jamais été aussi riches et en même temps ils n'ont jamais donné en tout cas l'impression d'avoir aussi peur des migrants qui traversent la frontière mexicaine et autres. Donc c'est extrêmement paradoxal, je trouve. Alors il y a dans votre livre aussi tout un volet qui est consacré à la santé, et notamment c'est vrai que ce quart de siècle, on a même parfois tendance à l'oublier, a été marqué par une pandémie quand même historique, la crise du Covid. Et j'étais frappé lors de la présentation du livre, vous évoquiez, la journaliste Marie Van Cutsem évoquait le fait qu'il n'y a pas eu de commémoration, il n'y a pas eu d'excuses, il n'y a pas vraiment eu de leçons tirées de ce qui était quand même un moment incroyable. On a été à l'arrêt pendant près de 2 ans. Oui, c'est un moment incroyable et je pense qu'il y a des éléments positifs à retirer de ce moment. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a géré une pandémie de manière globale et où forcément on l'a un petit peu subi, mais on a été capable de faire certains choix collectifs, parfois très forts, qu'on peut discuter, mais où finalement on a quand même évité plusieurs dizaines de milliers de morts en renonçant chacun à un certain nombre de choses. Donc je crois qu'on doit voir aussi le positif qu'il y a eu dans cet épisode traumatique, parce qu'il faut bien le dire, ça a été très traumatique et ça l'a été particulièrement pour certaines parties de la population, le corps soignant, médical, les jeunes, etc. Donc je crois que c'est effectivement intéressant qu'on tire les leçons de cet épisode, d'autant plus que finalement, si on regarde, il y a un paradoxe du côté de la santé aujourd'hui. Je crois que c'est une source d'angoisse ou de peur pour beaucoup d'entre nous, aujourd'hui la santé. Alors que, globalement, nous n'avons jamais été en aussi bonne santé. En un quart de siècle, l'espérance de vie a augmenté de près de 7 ans. L'espérance de vie moyenne sur Terre, aujourd'hui, c'est 71 ans. Ce qui veut dire que, en moyenne, un humain n'avait pas la possibilité de rencontrer ses petits-enfants. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, il y a comme ça toute une série d'expériences nouvelles qui sont permises par l'allongement de la durée de vie. Donc la santé est sur ces indicateurs-là, finalement très très quantifiables, l'évolution est positive, mais par contre, sur des éléments plus qualitatifs, on voit qu'elle l'est moins. Et donc, vous faites la différence entre santé et soins. Oui. C'est-à-dire que, effectivement, peut-être que la santé est meilleure, mais qu'on a moins de soins. C'est-à-dire qu'on apporte moins de soins à l'autre, peut-être, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, dans beaucoup de langues, et c'est le cas en français ou c'est le cas en anglais, on mélange un peu les deux. On dit soins de santé, healthcare. Mais en fait, c'est deux notions qui sont effectivement très différentes, parce que la santé, c'est un état relativement objectif, qui est en tout cas mesurable par toute une série de paramètres. Le soin, c'est une activité humaine, et dans les langues germaniques d'ailleurs, c'est le mot Sorge. C'est à la fois le soin, donc ce qu'on amène à l'autre, mais c'est aussi le souci, la préoccupation qu'on se fait. Et ça, c'est une activité qui est proprement humaine. D'ailleurs, les stoïciens disaient que c'est la valeur centrale. Ce qui fait que nous sommes des humains, c'est que nous sommes des êtres de soin. Et cette valeur-là, je dirais, malgré tous les progrès technologiques, le séquençage de l'ADN, la robotisation, etc., le volet proprement humain du soin, il reste là. Parce que, effectivement, face aux grands enjeux de la vie, la naissance, la maladie, la mort, on se sent très seul et on a besoin d'être soigné, dans le sens qu'on a besoin d'humains qui se préoccupent de nous et nous amènent du soutien. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que je crois que c'est le cœur de l'enjeu, parce que malgré tout ce qu'on a pu automatiser, on se rend bien compte que nos sociétés sont dans un moment où on manque un peu de soins les uns vis-à-vis des autres. Et est-ce que la planète manque de soins ? Est-ce que ça, c'est aussi un des enjeux majeurs que vous avez vu dans ce voyage dans un quart de siècle et dans celui qui arrive ? Est-ce que c'est un peu la grande oubliée maintenant ? Clairement, c'est un grand enjeu, et finalement, ça l'était déjà il y a 25 ans. C'est le moment où Al Gore, après ne pas avoir été élu président américain, avait fait un film, avait essayé de mobiliser aux États-Unis avec un discours quand même où il mettait les faits en avant. Il faisait assez peur déjà à l'époque, où il y avait eu Katrina, donc c'est pas nouveau. Et on voit bien que sur cette thématique du soin apporté à la planète, ça reste un enjeu difficile dans lequel il y a aussi
d'une certaine manière une forme de déni collectif ou individuel. Même s'il y a eu des progrès assez considérables quand on voit pour la première fois l'année passée l'Union européenne qui est parvenue à réduire ses émissions nettes. Donc on le voit et il y a eu des inspirations dans le passé, ce qui s'est passé autour de la couche d'ozone. On voit que quand il y a une approche coordonnée, on peut y arriver. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas évident. Et pour être optimiste, ou en tout cas volontariste par rapport au climat, aujourd'hui, c'est pas évident tous les jours. Alors Laurent Hublet, vous avez été à la tête de Bicentral, qui était cette belle initiative pour faire l'évangélisme, enfin en tout cas propager le positivisme technologique d'une certaine manière. Vous êtes aujourd'hui consultant chez Roland Berger, c'est ça ? C'est bien ça. Auteur de ce livre Changement de quart, donc qui sort pour l'instant là, dans la librairie où tout le monde peut le trouver. C'est un jalon pour vous, ce moment ? Mais moi, je trouve que l'écriture, c'est un moyen de partager des réflexions. Et on vit aujourd'hui un moment de grande polarisation. Alors que je crois que rien n'est plus important dans une démocratie que le débat public. Et en écrivant ce livre avec Marie et Bruno, vraiment c'est ça qu'on a voulu faire. C'est un débat entre nous, mais qui a vocation à ouvrir le débat public. On n'est pas d'accord sur toute une série de choses, et c'est bien de ne pas être d'accord. Je crois que c'est précisément en n'étant pas d'accord les uns avec les autres qu'on fait avancer le collectif. Et donc c'était ça vraiment notre projet avec ce livre, c'était d'amener quelque chose dans le débat public pour le faire avancer, parce qu'on a besoin plus que jamais de discuter de tous ces sujets. On a besoin de discuter du climat, de la santé, de la technologie. Tout ça ne va pas de soi. Rien ne dit qu'on ira vers un monde paradisiaque tout rose, certainement pas. Rien ne dit non plus que tout sera tout noir. Finalement, c'est par nos choix collectifs qu'on construira le monde de demain. Et ça implique qu'on en discute entre nous, qu'on en débatte, qu'on discute qu'est-ce qu'on veut faire de l'intelligence artificielle, par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui. Voilà, il faut débattre de tout ça. Mais c'est pas évident aujourd'hui. On n'est pas dans un moment global dans lequel la discussion est facile. Votre livre est là aussi pour rappeler qu'on est un peu les acteurs de tout ça. Absolument. Donc, d'y réfléchir, mais d'y contribuer aussi. Laurent Hublet, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous d'avoir écouté ce masterclass et à la semaine prochaine. Votre comptable peut être votre meilleur stratège. Un partenaire MOR challenge vos choix, anticipe vos besoins et ouvre la porte des bonnes décisions au bon moment. MOR, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.